Pour vous, Michel Onfray, d'abord, quel est votre Camus? Je crois que c'est intéressant que vous nous présentiez votre Camus. Et en quoi pensez-vous qu'il n'a pas fait d'erreur au sens, on comprend bien dans ce que vous expliquez dans votre texte, au Monde, c'est il n'a pas été pour Vichy, au contraire il a été dans la résistance, il a fait ses choix antitotalitaires qui lui ont beaucoup coûté face à ses contemporains, à ceux qui étaient un peu ses contempteurs et ceux qui le méprisaient, etc. Simplement, il nous faudra reprendre la question du nietzschéisme, parce que tout est là. Et vous avez eu raison tout à l'heure de parler du nietzschéisme de Camus. On a souvent l'impression qu'un Nietzschéen, c'est quelqu'un qui pense comme Nietzsche. C'est pas quelqu'un qui pense comme Nietzsche, un Nietzschéen, c'est quelqu'un qui pense à partir de Nietzsche. Donc effectivement, il y a un nietzschéisme de gauche. Il existe, il y a eu un certain nombre d'individus qui ont incarné ça. Jean-Daniel parlait tout à l'heure de Palante. Georges Palante est un Nietzschéen de gauche, l'un des premiers peut-être en France. Il y a eu des textes de Jaurès qui montrent qu'on pouvait être et Nietzschéen et de gauche. Il y a eu Jean Grenier qui ne se cachait pas non plus d'une sympathie pour Nietzsche, même s'il n'était pas Nietzschéen, et puis d'autres, jusqu'à Deleuze, jusqu'à Foucault, en passant par Caillois. Et deuxième chose, le nietzschéisme, c'est aussi prendre en considération un concept de Nietzsche qui est l'idiosyncrasie. Nietzsche nous dit l'idiosyncrasie, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est et pas quelqu'un d'autre. Et Bernard a fort justement parlé des mots où on voit effectivement que Sartre raconte qui il est. C'est un homme du texte, c'est un homme des mots, c'est un homme de la bibliothèque, c'est un homme de la librairie, c'est un homme de la culture, c'est un homme du savoir. Ça veut dire aussi, et là je rebondis sur ce que j'en disais tout à l'heure sur la question de la pauvreté et de la misère, qu'on n'interdit pas à quelqu'un de parler de la misère quand il n'a pas été miséreux lui-même, mais que simplement celui qui l'aura vécu dans sa chair, eh bien, il la verra autrement et différemment. Et de fait, quand Camus a vécu ce qu'il a vécu, pauvreté, misère, pupille de la nation, l'instituteur, puis le professeur, enfin Louis Germain pour l'instituteur, Jean Grenier comme professeur, voilà quelqu'un qui entretient un autre rapport aux mots. Donc il est resté fidèle à son idiosyncrasie, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est ça aussi être nietzschéen, c'est dire, il y a une idiosyncrasie, on a un corps, c'est le corps qui est la grande raison, et de fait, ce que dit fort justement Bernard, le corps de Camus, il est problématique. Le nietzschéisme ici, c'est le grand consentement métaphysique à la nature. Et le grand consentement métaphysique à la nature ne conduit pas forcément à une politique qui serait d'acceptation du monde comme il est. Donc le nietzschéisme de Camus, c'est ça. Il est ontologique, il est métaphysique, il consent à ce qui est, comment d'ailleurs pourrait-on ne pas consentir à ce qui est, c'est-à-dire à sa maladie, à sa tuberculose, que sur le terrain politique, on a autre chose qu'un grand oui au monde. À l'évidence, on peut dire un grand oui au monde quand il s'agit du tragique, de son propre corps et de la métaphysique, et ne pas supporter les injustices, justement, idiosyncrasie étant, parce qu'on est fils de pauvre. De sorte que ce personnage peut très bien tenir un double discours, qui n'est pas un discours contradictoire, et c'est un discours nietzschéen. Le fait qu'il ait connu la misère, il ait connu l'absence d'intelligence, l'absence de texte, l'absence de livres à la maison. On ne parle pas. On n'a pas de livre à la maison. Et puis on découvre d'un seul coup que l'instituteur peut nous faire lire Dorgelès, que Dorgelès, Les Croix de Bois, c'est l'histoire de son propre père, qui est mort à la guerre, qu'on peut découvrir Nietzsche, justement, avec Jean Grenier, le taoïsme aussi, qui est d'une certaine manière une espèce de nietzschéisme oriental, si on veut aller un petit peu vite, et puis découvrir que d'une certaine manière, la vérité du livre, elle n'est pas dans la bibliothèque, mais elle est dans la vie. J'ai pris des documents. Aujourd'hui, la documentation du Monde m'a fourni quelque chose qui a été l'objet de discussion, je pense, de chacun de vous, avec d'autres, ou de chacun de vous, entre vous. Ce sont des pages du Monde de 1957. Tout le journal est microfilmé depuis sa naissance en 1944. Et ces fameuses phrases sur ma mère et la justice qui ont été d'abord relatées par le Monde. La page s'appelle « Les événements d'Afrique du Nord ». Donc on ne parle pas de la guerre de l'Algérie, on parle des événements d'Afrique du Nord. Et donc Camus vient de recevoir le prix Nobel de littérature, et nous avons un correspondant, ce qu'on appelle un correspondant particulier, qui s'appelle Dominique Birman. Et Camus fait une déclaration, il est à un moment interpellé par un jeune Algérien, et voilà le compte-rendu du Monde, je ne vous lis pas tout. Voilà ce qu'il dit à ce jeune homme: « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner avec un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Et 3 jours plus tard, le 19 décembre 57, le Monde daté du 19 décembre 57, Albert Camus écrit au directeur du Monde, Hubert Beuve-Méry. Et voilà ce qu'il dit à la fin de sa lettre, Albert Camus, au Monde. « Je voudrais encore ajouter à propos du jeune Algérien qui m'a interpellé que je me sens plus près de lui que beaucoup de Français qui parlent de l'Algérie sans la connaître. Lui savait ce dont il parlait, et son visage n'était pas celui de la haine, mais du désespoir et du malheur. Je partage ce malheur, son visage est celui de mon pays. »
C'est pourquoi j'ai voulu donner publiquement à ce jeune Algérien et à lui seul, enfin tout le monde a entendu, les explications personnelles que j'avais eues jusque-là et que votre correspondant a fidèlement reproduites d'autre part. Voilà, Michel. Oui, deux mots, parce que je disais tout à l'heure, pour reprendre le fil, qu'effectivement, il y avait deux façons d'être philosophe. Il y avait une façon de l'être qui était une façon platonicienne, conceptuelle, kantienne, pour le coup, c'est la façon dominante. La justice, J majuscule, la justice. Et puis, il y a une deuxième façon qui est plutôt pragmatique, utilitariste. Les anglo-saxons font ça très bien, et moi j'aime beaucoup la philosophie anglo-saxonne pour cette raison-là. C'est-à-dire, on est pragmatique. La justice, ça n'existe pas. Il y a des situations dans lesquelles il y a plus ou moins de justice. Pour le coup, s'il s'agit de la justice sartrienne, justice conceptuelle, justice hegelienne, justice marxiste ou marxienne, comme on voudra, une espèce de justice qui serait la justice du ciel des idées, c'est ce que Camus entend d'une certaine manière, mais il ne fait pas de leçon explicative de ce qu'il dit, parce qu'il peut croire qu'on le comprendra. Quand il dit justice, à mon avis, il dit si c'est la justice platonicienne, cette espèce d'idée de justice qui vous fait tuer des gens, alors effectivement, cette idée de justice n'est pas la mienne. Et s'il s'agit de choisir entre la justice et ma mère, c'est ma mère. D'une certaine manière, la justice, J majuscule, c'est le concept, la mère, c'est le pragmatisme. Mais moi, je vais vous dire, là où j'ai découvert que Camus était véritablement algérien, c'est quand il défend sa mère plus que n'importe quoi. C'est ce que je ferais, moi, dit-il, devant une salle silencieuse tellement elle était ébahie. Et pour rester dans le domaine, toujours dans le domaine de cette préoccupation, moi j'ai rapproché la phrase de Camus, surtout celle qu'il dit dans ses carnets, à savoir que rien ne me désolidarisera. C'est-à-dire, ça vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'il y a pour lui quelque chose qui est une racine, c'est la seule transcendance qu'il accepte. Il les refuse toutes. Et dans Camus, ça a une force considérable, c'est-à-dire que la mère devient la symbolique et la source de l'existence. Bernard-Henri Lévy, l'Algérie pour Camus. Pour vous, vous dites c'est le premier Platane qui prend. C'est une formule choc et assez sévère. Pourquoi c'est une erreur à vos yeux? Cette phrase de Camus, moi je pense qu'elle est terrible parce que je crois qu'il y a une vraie faute, enfin une faute. C'est toujours difficile. Il ne s'agit pas de faire de faire des jugements, bien entendu. On n'est pas des procureurs, mais je crois que dans cette éthique d'intellectuel admirable dont Camus a laissé le tracé, il y a là une faille, pas une défaillance. Il y a là une faille. Alors, elle est indexée, bien sûr, sur alors là, du coup, son idiosyncrasie, sa situation personnelle, son rêve de voir la guerre d'Algérie se solder par une entente, par une résorption du caractère tragique que cela pouvait avoir. Cet homme qui a tellement parlé de l'absurde, qui a tellement parlé du désaccord entre la volonté de transparence des hommes et l'opacité et la colère terrible des choses, qui a tellement cru au tragique et à l'absurde, d'un seul coup, il n'y croit plus. Il a pensé que l'Algérie pouvait être le théâtre d'une espèce de réconciliation heureuse, d'un happy end entre les protagonistes d'un drame qui était probablement, malheureusement, irrémissible. Sauf que je vous propose cette réflexion tous les deux. Il a deux géants, comme on disait tout à l'heure. Personne n'est plus contradictoire que Nietzsche. Vous l'admettrez, entre ceux du gai savoir et l'antéchrist, il y a quand même une contradiction. Personne ne l'est davantage que Dostoïevski. Pourquoi Camus ne serait pas grand par des contradictions? Est-ce qu'au contraire, la cohérence que vous recherchez ne le simplifierait pas? Et c'est un grand romancier comme Dostoïevski était contradictoire. C'est un grand penseur comme Nietzsche était contradictoire. Et il a cette contradiction. Il n'aura jamais le fin mot, l'avons-nous, sur la violence. Camus dit, à partir du moment où l'opprimé prend les armes au nom de la justice, il met un pas dans le cas de l'injustice. Phrase qui montre l'impossibilité d'en finir avec le problème
de la fin des moyens, le problème de la violence. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui prononce des propos camusiens en ce moment, nous avons cette chance, et c'est Obama. Il y a dans le discours de Philadelphie tout un passage sur la charité qui pourrait être signé de Camus. Et le passage, le dernier discours, quand il dit « la guerre n'est jamais sainte », elle ne peut jamais être admise, elle ne peut jamais être légalisée. Je cite Obama. Il faut la faire. Mais au moment où nous la faisons, souvenons-nous qu'elle fait partie de la folie des hommes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus camusien que cette phrase? Et pourquoi avons-nous besoin à ce point de lui? Parce que la déferlante des dévotions, pour moi, me dépasse. Mais si nous avons besoin de lui, c'est que nous avons besoin d'un reflet de nos contradictions. Ça, c'est une bonne formule qu'on pourrait noter pour un compte-rendu dans Le Monde, par exemple. Michel Onfray, lorsque Camus se tue, dans la voiture de Michel Gallimard, il y a sa serviette dans laquelle il y a le premier homme, le manuscrit ou tapuscrit, je ne sais pas sous quelle forme, et il y a le Gai Savoir. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, ce Gai Savoir, une édition, je crois, ordinaire du Gai Savoir? Alors, pourquoi le Gai Savoir? Moi, Jean, je persiste à croire qu'il n'y a pas d'incohérence chez Nietzsche, mais un long trajet qui fait que de la naissance de la tragédie jusqu'à Ecce Homo, il y a la cohérence idiosyncrasique, une fois de plus, d'un individu qui cherche à trouver sa place dans le cosmos. Et le Gai Savoir, c'est effectivement chez Camus le désir d'en trouver un pour lui, un Gai Savoir, une Gaia Scienza. La possibilité de dire, tout n'étant pas permis, le perspectivisme, c'est pas tout est permis. Et là encore, chez Nietzsche, cette phrase qu'il emprunte, comme chacun le sait, à Dostoïevski, l'idée que tout serait permis, ça veut dire quoi? Que tout est pensable, mais tout n'est pas possible ou tout n'est pas justifiable. Dieu est mort, tout est permis, c'est-à-dire tout est susceptible d'exister après la mort de Dieu. Mais tout est susceptible d'exister, ça ne veut pas dire que tout se vaut, et que tout serait susceptible de justifier aussi bien le crime, le meurtre, etc. Et le rôle de Camus dans cette affaire, c'est de dire, dans une perspective très anti-hegelienne, donc dans une perspective fidèle à Jean Grenier, dans une perspective nietzschéenne, de dire que peut-on faire dans un univers où on ne veut pas de la violence et on veut tout de même de l'histoire. Et pour le coup, on y retrouve un certain nombre de principes, très peu, qui sont pour le coup là aussi des histoires d'idiosyncrasie. Ce père qui est pour la peine de mort, il ne sait pas grand-chose de son père, il meurt à la mer, à la guerre, et il est contre la peine de mort. Oui, ne dites pas que je prépare un livre sur Freud, c'est pas le moment. Le fils voit un jour son père vomir parce que le père rentre d'une exécution capitale. Ça, c'est le projet originaire, pour utiliser le vocabulaire de Sartre dans la psychanalyse existentielle, mais c'est le projet originaire d'un Camus qui, toute sa vie, dira non à ça. On ne tranche pas la tête d'un homme, quelles qu'en soient les justifications, les raisons, etc. Je voudrais peut-être ajouter une chose. Ce que Camus dit, alors là, d'irremplaçable, et là c'est vrai qu'on a besoin de Camus, que Camus nous fait penser, nous donne du courage jusqu'à Barack Obama. Camus dit deux choses. Il dit en effet que l'histoire est un chaos, d'accord ? Mais il dit que même si l'histoire n'était pas un chaos, même si l'histoire était animée par une obscure raison, cette raison n'aurait pas pour autant raison. C'est ça qu'il dit de plus difficile à entendre en son temps. Autrement dit, les majorités n'ont pas raison. Autrement dit, les vainqueurs, c'est pas parce qu'on a gagné ou c'est pas parce que on arrive après les philosophies de l'après-coup qu'on serait plus près de la vérité et ainsi de suite. Autrement dit, quand on l'accusait d'être drapé, alors à propos de l'Algérie, dans cette espèce de solitude hautaine qui était la sienne, cette phrase très belle, solitaire, solitaire, vous seriez bien seul sans ces solitaires. Je pense que Camus aurait pu dire, ou a dit de manière comme ça éparse dans ses livres, qu'il y a des dictateurs de toutes couleurs, Franco, les dictateurs des pays de l'Est et ainsi de suite, mais enfin que le roi des dictateurs, le dictateur suprême, c'est l'histoire avec un grand H. Et il y a une conversation avec Jean Daniel, qu'il rapporte dans son Avec Camus. Pardon Jean de me faire votre interprète, je vous en prie. Mais vous savez à quel point le fais. C'est une chose que je fais avec bonheur. Voilà, il y a une conversation formidable à propos de l'Algérie, où Jean Daniel dit à Camus, mais enfin vous ne vous rendez pas compte, l'indépendance de l'Algérie est inéluctable.
Et Camus, dans le récit que vous en faites, se met en colère et lui dit, se fâche, mais enfin, comment vous, Jean Daniel, un journaliste, un intellectuel, un philosophe, osez laisser franchir à vos lèvres ce mot d'inéluctabilité? Il n'y a pas d'inéluctable, il n'y a pas de raison dans l'histoire, quand même il y en aurait une, c'est à ça qu'un intellectuel digne de ce nom devrait de résister. Alors, l'heure a tourné, je pense qu'on ne peut pas se séparer d'abord sans parler de Camus, écrivain, et il dit à un moment donné, si tu veux être philosophe, il faut écrire des romans. Ça m'intéresse, Michel Onfray, que vous nous disiez comment le philosophe perçoit ça. Est-ce qu'effectivement, la manière de porter une philosophie, c'est d'être romancier? Il y a une tradition française, celle de Sartre pour le coup, qui donne l'impression que pour être profond, il faut donner l'impression d'être traduit de l'allemand. Et que si vraiment on est illisible, incompréhensible, et que ça doit être vraiment très profond. Et parfois, il y a quand même, il y a des gens qui ont fait, des philosophes qui ont fait leur réputation sur cette obscurité, qui est un obscurantisme. Et puis on a... pas trop de noms parce que... Alors je peux, mais... Et puis il y a une autre tradition, et qui est une tradition qui est celle des Lumières du XVIIIe. Regardez comment Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvétius ou d'Holbach écrivent, une prose magnifique et philosophique en même temps. Et il est dans cette tradition-là, Camus, c'est-à-dire dans la tradition d'une prose qui n'est pas fascinée par l'idéalisme allemand, et pour cause, puisque je disais tout à l'heure qu'il tournait le dos à toute forme d'idéalisme et que l'hegelianisme ne l'intéresse pas et qu'il n'a pas envie de singer le style de Hegel pour critiquer Hegel. C'est évidemment une écriture magnifique, mais surtout ce qui est le plus beau, je crois, et là il le partage avec Sartre, c'est l'idée que les romans sont de la philosophie. C'est-à-dire ils font tous les deux des romans où il y a de la pensée. Des romans dont l'ambition est d'augmenter notre connaissance des hommes et notre connaissance du monde. Merci beaucoup d'avoir pendant 2 heures écouté ce débat, à mon sens, passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup.